Journal de la rédaction, Hervé Claude. Bonsoir. À Moscou, la conférence du parti se termine ce soir. Une semaine de débats vifs et d'un ton libre. Et Mikhail Gorbatchev a été omniprésent. Question, Gorbatchev a-t-il accru son pouvoir et surtout a-t-il réussi à imposer sa politique de réforme? Trafic routier très dense pour les premiers départs en vacances, déjà un carambolage monstre sur l'autoroute A6 et de très nombreux accidents graves partout en France. Catastrophe de la gare de Lyon, confrontation entre le conducteur du Paris-Melun et deux régulateurs. Leurs conversations avant le drame n'ont pas été enregistrées sur la boîte noire. À l'aise sur un circuit qu'il connaît bien, Alain Prost, meilleur temps des premiers essais du Grand Prix de France, devant l'autre McLaren de Senna et les deux Ferrari. Les années 50 s'exposent à Beaubourg, du mobilier à l'architecture, de l'automobile au cinéma et à la mode. Souvenir pendant 4 mois. Il y avait trop de voitures sur les routes ce vendredi, il y avait trop de bouchons, il y a surtout eu trop d'accidents. Est-ce la pluie, est-ce la nervosité des conducteurs au moment des départs en vacances? Toujours est-il que ce vendredi a été très meurtrier. Un seul exemple sur l'autoroute A6, 1 mort et 70 blessés dans un carambolage monstre. Alain Doubeski. C'est catastrophique, déclarait le responsable du centre de Rosny-sous-Bois il y a quelques heures. Un exemple sur ces images. Une voiture qui circulait en direction de Bayonne a traversé le terre-plein central et est allée percuter sur l'autre voie une autre automobile remontant vers Bordeaux. Les deux véhicules ont été alors broyés par un camion. Le bilan global de cette hécatombe ne pourra être dressé que lundi. Mais à 19 h, on atteignait déjà le nombre de morts du premier grand départ de 1987. Première explication, les conseils de prudence n'ont pas été écoutés. Deuxièmement, les poids lourds circulaient aujourd'hui, ils sont souvent impliqués dans les accidents. 3, enfin, ils n'avaient pas plu depuis longtemps. La pluie d'aujourd'hui est tombée sur une chaussée recouverte d'une pellicule caoutchoutée, due aux pneumatiques, formant ainsi une couche très glissante. Parmi les accidents les plus meurtriers, Morbihan, national 166, 4 morts. Et puis, un carambolage monstre sur la 6 à Tournus, dans les deux sens, bilan 1 mort, 70 blessés. Cette journée est un échec pour les responsables de la sécurité routière. Effectivement, on déplore pour l'instant beaucoup d'accidents. Alors je ne sais pas si le bilan global sera si mauvais que ça, on ne le sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents spectaculaires. Alors on a joué un petit peu de malchance, c'est que la météo a été épouvantable. Vous êtes pessimiste pour l'avenir, pour les prochains week-ends? Oui, je suis pessimiste. Je suis pessimiste parce que depuis plusieurs mois, les automobilistes ne se rendent pas compte que la route est dangereuse, les comportements se dégradent. Pour peu que la météo soit mauvaise comme aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Et pourtant, chaque année, de nouveaux efforts sont faits pour tenter de mettre fin à cette hécatombe. Un exemple sur les autoroutes. Sachant que l'autoroute est un lieu de grande tension au moment des départs, particulièrement, une formation particulière est donnée aux employés des péages. Regardez ce reportage de Dominique Derda, c'est étonnant. Des premiers départs difficiles ce matin, notamment à cause du mauvais temps. Le tunnel de Fourvière à Lyon est comme tous les jours difficile à traverser. Les ralentissements s'étirent sur 4 km. 5 h ce matin, le premier grand rush des vacances sur une autoroute du soleil qui aujourd'hui porte bien mal son nom. En 8 heures de temps, chaque employé du péage de Villefranche va en moyenne dire 1400 fois bonjour et merci à des automobilistes dont il a vite appris à connaître les humeurs. Les plus sympathiques sont les étrangers, les plus agressifs et de loin, les Français, surtout paraît-il les dimanches soirs, au retour du week-end. Par exemple, quand ils nous insultent, quand ils nous jettent la monnaie par la figure avec le ticket, bon ben, on peut trop rien dire, hein, on encaisse, quoi, on dit rien. Bonjour. Mais parfois, à trop encaisser, c'est l'employé qui devient irritable. Depuis 2 ans, et c'est une première, les receveurs de ce péage suivent des stages avec un psychologue afin de mieux supporter le stress d'un métier répétitif. On a fait un travail sur l'écoute de l'autre et sur cette espèce de surdité qui est très répandue, où en fait on n'entend que 30% de ce que dit quelqu'un la plupart du temps. Deuxièmement, sur ce que c'est qu'une transaction entre deux personnes, donc l'analyse transactionnelle, qui est une technique de formation aussi. Et troisièmement, on a utilisé la vidéo on a fait des sketchs en vidéo directement en prenant la place des usagers. Ces sketchs se sont révélés très révélateurs pour les gens. Je crois que maintenant, oui, s'il y a quelqu'un qui arrive vraiment excité au péage,
pourrais mieux lui répondre, sans m'énerver. Et c'est un peu automatique. Au début, dès que quelqu'un s'énerve, je repense à ce que nous disait le psychologue. Et ça me revient automatiquement. Et c'est là que, quand je mets en œuvre, je m'explique. Mais en psychologie autoroutière, rien n'est simple. Ainsi, si l'on en croit l'animateur des stages, les employés de péage, inconsciemment, apprécieraient ces incidents occasionnels qui brisent la monotonie de milliers de « bonjour monsieur » et de « merci madame ». À Moscou, la glasnost imposée au parti, la transparence en plein jour. Pendant la durée de la grande conférence du parti, qui se termine tout à l'heure, le monde entier a été informé des débats des 5000 délégués. Surtout, on a pu constater que le ton avait changé au Parti communiste soviétique. Sous l'impulsion d'un homme qui a été omniprésent, c'est Mikhail Gorbatchev. Résumé de cette semaine capitale, Jean-Marc Ilouz. Un ton nouveau que délégués du parti et téléspectateurs soviétiques auront pu hier, par exemple, apprécier dans le coup de colère de cet homme, Vladimir Kabaïdze, obscur directeur d'usine à Ivanovo, qui jette aux orties son discours préparé et dénonce dans un argot d'enfer planificateur vertueux et usine ringarde. Aucun pays n'a autant de ministres que nous, mais chez nous, quand on a un clou, on n'a pas de marteau, ou vice-versa. Hilarité de l'Assemblée, on est bien loin des applaudissements polis de jadis. Et puis pas question de ne pas appeler un chat. Voici Vladimir Melnikov, chef du PC d'une république autonome. Il dénonce comme d'autres avant lui les responsables de la stagnation brejnevienne, mais il ajoute « Comment ces gens-là peuvent-ils prétendre être encore aujourd'hui au pouvoir ?» Intervention de M. Gorbatchev lui-même, en haut de l'écran, qui lui demande d'être plus concret. En clair, qui est visé ? Et le camarade Melnikov de citer entre autres le sempiternel Gromyko, aujourd'hui président, et l'inamovible Afanassiev, directeur de la Pravda. M. Gorbatchev ne fera pas de commentaires. Un délégué pondra une note pour défendre vigoureusement un président Gromyko toujours imperturbable, mais le congrès, le spectacle, continuera. Et ce matin, Boris Yeltsin, ancien maire de Moscou, proche de Gorbatchev, mais sacrifié l'année dernière aux conservateurs, viendra demander lui-même sa réhabilitation politique. Pour lui, cette liberté de ton est irréversible. Il l'a dit à notre envoyé spécial Gilles Rabin. L'esprit de la conférence est tel qu'il y a beaucoup de discours très osés depuis hier. Alors, s'il faut sanctionner tous les auteurs de ces discours, eh bien il faudra sanctionner beaucoup trop de monde. Voilà donc pour cette semaine décisive à Moscou. Georges Bourtelier, est-ce qu'on peut dire, au moment où elle s'achève, que Mikhail Gorbatchev a conforté ses pouvoirs? Il a en partie rempli cet objectif. En partie parce que les conservateurs, ceux qui s'opposent à ces réformes, ont été résolument mis sur la défensive. Mais attention, même sur la défensive, ils sont toujours là. Le vieux monsieur Gromyko, même s'il est menacé, a présidé la séance de ce matin. Lui qui est justement un porte-drapeau des conservateurs. Et M. Ligatchov, qui est le numéro 2 du parti, mais qui est surtout le numéro 1 des anti-réformes, a prononcé ce soir un discours qui ressemble beaucoup tout de même à une contre-offensive. Alors, justement, parce que le parti est difficile à gouverner et plus difficile encore à réformer, M. Gorbatchev songe à une réforme des institutions qui ferait reposer son autorité sur autre chose que simplement le parti. Il songe à devenir aussi une espèce de chef de l'État. Ce serait une fonction nouvelle mais importante qui lui donnerait le pouvoir de décision en politique étrangère, en politique de défense et sur les questions clés de politique intérieure. Donc ce serait une très grande concentration de pouvoir entre ses mains. Alors ce serait paradoxal, mais est-ce que la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme pourrait entraîner plus de démocratie dans le pays? Ça n'est pas contradictoire. Dans un pays qui n'a pas vraiment l'habitude de la démocratie, cela arrive, cela est arrivé qu'une main de fer, précisément, ait permis d'imposer un régime plus doux, un régime moins dur. Alors maintenant, c'est à M. Gorbatchev de montrer si davantage de pouvoir va lui permettre de donner davantage de liberté. Merci Georges. La Nouvelle-Calédonie, des négociations difficiles vont commencer après l'accord du week-end dernier. Les différentes parties signataires de l'accord vont tenter de le faire accepter par leur base. Cet après-midi, dans le journal Le Monde, Léopold Jorédier, l'un des durs du FLNKS, a tenu des propos très sévères sur ceux qui ont négocié l'accord pour les indépendantistes. L'esclave a accepté de serrer la main de son maître, a dit M. Jorédier. Ces propos
dans le monde montre bien qu'une partie des indépendantistes est très opposée à l'accord. À l'Élysée, suite des entretiens de François Mitterrand après le sommet de Hanovre. Cet après-midi, il recevait d'abord Jacques Chirac, vous allez le voir ici. C'est la première fois que les deux hommes se voyaient à l'Élysée depuis la fin de la cohabitation. Là, c'est Pierre Méhaignerie qui est reçu à l'Élysée. C'est la première fois donc que Jacques Chirac était reçu à l'Élysée depuis la fin de la cohabitation, depuis qu'il était Premier ministre. Aucun commentaire à la sortie de Jacques Chirac. Et puis ensuite, vous l'avez vu sur les images précédentes, c'est Pierre Méhaignerie, le leader des centristes, qui a été reçu. Les communistes auront un groupe à l'Assemblée. Une résolution a été votée la nuit dernière, abaissant de 30 à 20 le nombre de députés nécessaires pour former un groupe parlementaire. Les communistes ont 27 élus, je vous le rappelle. Avoir un groupe leur permettra de disposer d'un temps de parole et de moyens matériels importants. Et pour clore ce chapitre politique, sachez que le week-end sera chargé dans les états-majors. Des partis, le Parti socialiste, le Parti républicain et aussi le RPR se réunissent ce week-end donc pour tirer les leçons des législatives. Dans tous les cas, les débats promettent d'être animés. Échec des négociations dans les chantiers navals. Les syndicats viennent de quitter la réunion à Paris, une réunion qui tentait de mettre fin à 2 semaines de grève dans les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Échec des négociations donc. Jean-Pierre Métivé explique les raisons de ce long conflit. Le souverain des mers, le plus gros paquebot du monde, le dernier né des chantiers de l'Atlantique, à Saint-Nazaire. S'il ne reste qu'un grand chantier naval en France, c'est celui-ci. Tous les autres ont fermé. Il n'a connu aucune grève dure depuis 10 ans. Pourtant, ses effectifs ont fondu de 10 000 à 5 000 personnes. Il construisait des pétroliers, aujourd'hui des paquebots de croisière. En 3 ans, c'est le chantier qui a reçu le plus de commandes au monde. Mais depuis 16 jours, rien ne va plus à Saint-Nazaire. Débrayages et manifestations se succèdent depuis l'annonce d'une énième charrette, 212 départs, dont 135 congés conversion. Un simple détonateur, car on trouve ici tous les ingrédients d'une grève plus complexe. Des syndicats débordés par leur base, une sorte de ras-le-bol qui porte sur le pouvoir d'achat, les classifications, l'organisation du travail. Une kyriade de rancœurs non formulées. Il fallait s'y attendre, 3 heures de rencontre, syndicat-direction cet après-midi à Paris, n'ont rien donné. Il y a déjà un contentieux très lourd dans cette entreprise. On en ajoute un aujourd'hui, un supplémentaire, et c'est pas comme ça que le climat social va s'apaiser. On ira de toute évidence à de nouveaux conflits. Celui-ci va sans doute se poursuivre. On ira à de nouveaux conflits et à des conflits encore plus durs très certainement. Plus on accumule les mécontentements, plus les choses risquent d'exploser. Au même moment, cet après-midi, des postes à péage du pont de Saint-Nazaire étaient occupés par les grévistes du chantier. Leur prochaine étape, le départ du Tour de France, lundi près de Nantes, pourrait être bien chahuté. Condamnation légère au procès de Flojac, le procès de la catastrophe ferroviaire d'août 85. Les 2 anciens chefs de gare, Yves Salence et Charles Boudret, ont été condamnés respectivement à 1 mois et 15 jours de prison, avec sursis, un verdict de clémence donc. Salence avait envoyé un autorail sur une voie unique alors qu'un autre train arrivait en sens inverse. Boudret avait annoncé le train à son collègue de façon non réglementaire. L'enquête sur une autre catastrophe, celle de la gare de Lyon. Un élément nouveau aujourd'hui, on a appris que la boîte noire du train n'avait pas fonctionné. La bande magnétique était périmée. Hervé Brusini. Ils sont nombreux, les cheminots, à venir examiner ce qu'il reste du Melun Paris. Les conversations tournent autour de cette fameuse bande magnétique où devaient être enregistrés les échanges par téléphone entre le conducteur du train et le régulateur. L'homme qui garde Lyon suivait la progression de la rame. Les enquêteurs savent maintenant qu'il ne faut rien attendre de cet élément. La bande était en réalité hors service. Pour l'instant, ils n'ont à leur disposition que l'enregistrement de la vitesse du train. Un enregistrement qui marque le chiffre 0 juste avant l'accident. Preuve que les roues de la motrice étaient bloquées. Mais la mise en marche du frein à vis, on le sait, n'a pas suffi à stopper l'élan du convoi. Désormais, tout repose à la fois sur les expertises auxquelles doivent procéder les spécialistes et surtout sur les témoignages des acteurs du drame. Conducteurs et régulateurs ont été confrontés ici devant les policiers. De sources judiciaires, on affirme qu'il n'y aurait pas de réelle contradiction entre les 2 hommes. Si le train a redémarré, dit-on, après l'arrêt station Vert de Maison, ce ne serait pas dû à une injonction venant de la gare de Lyon. En fait, assure-t-on, la confrontation n'aurait pour but que de retracer le cours exact des événements. D'où la recherche active de la jeune femme blonde qui aurait tiré le signal d'alarme, le premier épisode de l'affaire. Enfin, l'enquête sur la catastrophe aérienne de Mulhouse-Apschein, la catastrophe de l'Airbus A320. 3 syndicats de l'aviation civile se sont constitués partie civile. Des syndicats de navigants, de pilotes et de mécaniciens. Ils semblent décidés à défendre leurs confrères, sur qui pour l'instant repose toute la responsabilité du drame.
L'affaire Jobbik, l'affaire de ce commissaire de police accusé de proxénétisme. Pendant 3 heures, le commissaire Jobbik a été entendu par le juge d'instruction cet après-midi. Ensuite, il a été confronté à ses accusatrices, des prostituées. Une ambiance d'autant plus tendue que la nuit dernière, un témoin de l'affaire a été assassiné à Paris. Emmanuel Vanier. Le commissaire Jobbik face à ses accusatrices. Pour la première fois, Yves Jobbik est confronté ici même au tribunal de Nanterre aux 9 prostituées qui l'accusent de leur avoir soutiré de l'argent en échange de sa protection. Des témoignages accablants et très précis qui ont conduit à l'inculpation du commissaire en novembre dernier de proxénétisme aggravé et à sa mise en détention il y a 10 jours. Un dossier totalement vide, rétorquent les défenseurs. Aucun indice matériel ne corrobore les déclarations des témoins à charge. Ces témoignages sont d'ailleurs suspects, poursuivent les défenseurs d'Yves Jobbik, car ils émanent de délinquants et de repris de justice. La nuit dernière, un élément nouveau est peut-être venu s'ajouter à ce dossier. Le gérant de ce bar, Mahfoud Bouchana, a été assassiné. Les enquêteurs se refusent pour l'instant à faire le lien avec l'affaire Jobbik. Pourtant, la victime était un indicateur du commissaire Jobbik. Le juge Ayat, chargé du dossier d'instruction, avait d'ailleurs entendu Mahfoud Bouchana il y a 2 jours dans le cadre de cette affaire. Voyons maintenant le reste de l'actualité, en bref, en images et en couleurs. Isabelle Staes. Après 8 ans de relations tumultueuses, à nouveau un ambassadeur iranien à Paris, Ali Ahani, 35 ans, parfaitement francophone et l'un des diplomates les mieux avertis du dossier franco-iranien. Il est arrivé ce matin au moment où son homologue français Christian Graff arrivait à Téhéran. Le nouveau premier président de la Cour de cassation, Pierre Drey, a été nommé par le Conseil supérieur de la magistrature en remplacement de Simone Rosès qui part à la retraite. Jusqu'à présent, il était premier président de la Cour d'appel de Paris. Ariane Espace s'envole après le succès du premier vol d'Ariane 4. La société responsable du lancement annonce des bénéfices en hausse, plus 44% pour l'année 87. Le bénéfice net s'élève à plus de 300 millions de francs. Le tennis, on connaît maintenant le premier qualifié pour la finale à Wimbledon. C'est Stefan Edberg, le Suédois, qui a éliminé en demi-finale, vous l'avez peut-être vu sur Antenne 2, le Tchécoslovaque Miroslav Messir en 5-7 très disputés. L'autre demi-finale avait été interrompue en raison de la pluie. Alors Lionel Chamoulot, où est-ce qu'on en est maintenant? Non, c'est Becker maintenant, bon battant. Eh oui, c'est Becker sur le court central, il y a du soleil. Boris Becker est opposé à Ivan Lendl qui est au service. C'est Boris Becker qui a remporté la première manche. Il avait pourtant mal débuté sa demi-finale puisqu'il avait perdu d'entrée son service. Il était mené 4-2. Et puis Boris Becker, grâce à une excellente première balle de service, a réussi à revenir à hauteur du Tchécoslovaque pour finalement l'emporter 6-4 dans le premier set. Nous sommes maintenant dans le deuxième set. Boris Becker mène 2-1. Et c'est Ivan Lendl qui est au service, 40-30, une balle d'égalisation à 2 jeux partout pour Ivan Lendl. En tout cas, le vainqueur de ce match, voici 2 jeux partout. Le vainqueur de ce match rencontrera Stefan Edberg, qui lui s'est qualifié cet après-midi face au Tchécoslovaque Miroslav Messir. Voici Stefan Edberg au service. Il a retourné une situation bien compromise puisqu'il était mené 2 manches à 0. Voici la balle de match avec une grosse faute de Messir qui prouve sa fatigue. Il n'a pas tenu l'échange Miroslav Messir. Voici Stefan Edberg dans les bâches, mais heureux. Victoire 4-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 en 3 heures et 10 minutes. C'est la première finale de Wimbledon pour le Suédois. En automobile, 7e manche du championnat du monde de Formule 1. Cette fois, c'est en France, sur le circuit Paul Ricard, au Castellet. Pour l'instant, 3 victoires pour Senna, 3 victoires pour Prost. Aux premiers essais, au Castellet, c'est le Français qui a pris un léger avantage. Henri Bodiguel. Première séance d'essai, les 2 McLaren sont en première ligne. Devant les Ferrari de Berger et Alboreto, la Lotus de Nelson Piquet et la Benetton de Nannini. 2 McLaren sur la première ligne, c'est pour le moins ordinaire en tous les cas depuis le début de la saison. En revanche, on avait pris l'habitude de voir Ayrton Senna effectuer les meilleurs tours. Or, cet après-midi, le meilleur temps a été réalisé par Alain Prost. Il est dans son jardin et il l'a fait savoir à son équipier. Maintenant, Ayrton va peut-être attaquer encore plus et me dépasser. Ça va être de toute façon très dur, très chaud entre lui et moi, mais
j'avais considéré que cette seconde partie du championnat devrait être un petit peu plus favorable pour moi. Et je vais essayer de le prouver. On va attaquer la série des circuits rapides qui vont tous se dérouler au mois de juillet. Est-ce qu'on peut dire que le mois de juillet sera déterminant pour le titre de champion du monde? Non, il sera déterminant pour notre titre à nous, c'est-à-dire le titre de McLaren Honda pour le championnat du monde. On sera certainement champion du monde des constructeurs dans 3 ou 4 courses. Le titre des pilotes, de toute façon, il sera acquis à McLaren dans 3 ou 4 courses aussi, à mon avis. Mais par contre, entre lui et moi, je pense que ce ne sera pas décidé avant au moins 2-3 courses avant la fin du championnat. C'est peut-être la première fois de la saison qu'on sent Alain Prost aussi confiant et aussi déterminé. La deuxième séance d'essai demain après-midi devrait alors le confirmer. Et puis enfin le Tour de France, il commence dimanche et vous savez qu'Antenne 2 sera comme d'habitude la chaîne du Tour. Nous sommes très fiers d'avoir re-signé un contrat d'exclusivité pour les 3 prochaines années, car le Tour de France c'est l'une des plus grandes épreuves sportives du monde, il faut le savoir. Demain dans Samedi Passion à 13h20, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Tour sans oser le demander. Gérard Holt sera à Nantes. Gérard, alors vous êtes en direct avec nous à Nantes, vous êtes en répétition, alors demain on saura tout. Gérard ? Où il est passé, Gérard? Eh bien, Hervé Claude, oui, voilà. Nous sommes en train de préparer une très grande fête du vélo, ici, sur les bords de l'Erdre, dont on dit que c'est la plus belle rivière de France. C'est juste en face du Conseil Général, au plein centre de Nantes. Une belle fête du vélo, demain dans Samedi Passion, entre 13h20 et 15h. On vous expliquera tout ce qu'il faut savoir pour comprendre le Tour de France 1988. On vous montrera tous les moyens de nos amis de la SFP. Ils sont extraordinaires cette année. Il y aura 3 hélicoptères, il y aura 3 motos caméras, il y aura 2 motos de commentaires son. Ensuite, il y aura les paraboles satellites de nos amis de TDF. Il y aura tous les moyens d'Antenne 2 pour le journal du Tour que vous suivrez tous les soirs à partir de 19h35. Bref, demain vous saurez tout en écoutant Samedi Passion, surtout avec les 198 acteurs du Tour, puisque les 198 coureurs du Tour seront demain avec nous en direct sur Antenne 2. Et en plus, il y aura évidemment celui qui a gagné 5 fois le Tour de France, Monsieur Bernard Hinault, qui nous a fait la bonne et la très gentille surprise de venir nous rejoindre sur ce vélo du type Michaud à l'air de 1863 du groupe Belle Époque. Bravo Bernard, parce que c'est pas facile à tenir sur ce vélo. Alors Bernard, on parle de sport pendant quelques secondes. Le Tour 1988 qui sera regardé par 680 millions de téléspectateurs, dont ceux d'Antenne 2. Il n'y a pas vraiment de favoris, il y a 8 possibles. Effectivement, c'est peut-être pour la première fois dans ce tour, dans un Tour de France, où il faut pouvoir briller à cette victoire. Mais ça sera une bagarre normalement extraordinaire. C'est ce qui devrait le rendre très très intéressant. Parce que tous les jours ça peut changer, tous les jours il peut y avoir des coureurs qui attaquent. C'est ce qui devrait donner un très très beau tour, très dynamique. C'est pour ça qu'on l'a créé un petit peu comme ça aussi, avec des petites étapes qui permettra aux coureurs d'attaquer. On va enchaîner les Alpes avec les Pyrénées, ça va être très difficile. Oui, mais le tour ne faisant que 3300 km, je pense que les coureurs ne seront pas fatigués. Est-ce que vous avez un favori Bernard? Ben oui, je mettrai Jean-François Bernard, c'est tout à fait normal. C'est votre poulain? Oui. Et après, juste après? Je mettrai Delgado, deuxième l'an dernier, et je pense que cette année il sera encore là pour la victoire. Bien, merci Bernard. Donc on se retrouve demain 13h20, Samedi Passion, avec des vieux vélos, des vieilles voitures, des groupes folkloriques, il y aura des mariachis, il y aura des jongleurs, il y aura surtout, donc je vous l'ai dit, toutes les équipes, les 22 équipes du Tour de France 1988, et vous saurez tout demain sur le Tour 88 en regardant Samedi Passion à partir de 13h20. Et il y aura vous Gérard pour présenter tout ça. Merci, à demain, 13h20. C'était l'époque où Françoise Arnoul posait en photo dans Paris Match au volant d'une 4 chevaux. C'était l'époque où le président Coty regardait à la télévision France-Brésil en demi-finale de la Coupe du Monde. C'était les années 50. Au Centre Pompidou, cet été, une grande exposition sur les 50s. Passionnant et surprenant. Nous y avions envoyé le plus branché des journalistes d'Antenne 2, Pierre Champetier. Ça fait une drôle d'impression quand le passé fait volte-face et vous vide son sac à la figure. Aujourd'hui, j'ai la banane clairsemée. Vous m'auriez connu dans les années 50, j'étais un teenager. Regardez mon enfance, elle est là, par terre, comme un jouet cassé. Déjà sous cloche, au musée, quel coup de vieux. J'ignorais qu'une vie c'était un tel bric-à-brac. On se croirait dans un stock de récupération, Opus ou chez Emmaüs. Messieurs les organisateurs, merci. Vous croyez que les vieux schnocks comme moi peuvent encore servir? Voici donc le visiteur chiffonnier, invité à crocheter dans son passé. Chacun trouvera ici ses petites madeleines personnelles. En tête des miennes,
je mets la jartelle. Qui connaît encore ce petit machin de caoutchouc qui, de mon temps, faisait de la résistance? Oui, alors là voilà, monsieur, cette fameuse jartelle. Oui, cette fameuse jartelle qu'il est quelquefois difficile de mettre en place. Mais elle était surtout très difficile à enlever. Je me souviens de mon temps passé en temps écoutez, fou. je pense que vous étiez très ému parce que regardez, c'est extrêmement simple. Voilà, c'est défait. Monsieur, faites-moi un grand plaisir. Est-ce que vous avez un babydol? Oui, j'ai un babydol. En voici un. Un charmant babydol en plissé transparent, tel qu'on pouvait le voir sur les charmantes épaules de Kim Novak. Ah oui, Kim Novak dans un babydol, c'était quelque cette pièce chose. de lingerie. Ça, c'est l'autre fantasme de l'époque. J'ai envie de vous parler comme mon père. Moi, figure-toi, j'ai attendu 45 ans avant de pouvoir monter dans une Mercedes 300 SL. Ah, ces portes du rêve, qui s'ouvraient dans tous les sens, sauf le bon. Je vous propose maintenant le claquement de porte du vrai frigo. C'est un son inoubliable. Permettez, je me le refais. Écoute-moi bien, j'avais 30 ans. En ce temps-là, je portais des culottes courtes. Je me pinçais les cuisses sur les fauteuils d'avant-garde. Ma maman se lançait dans d'invraisemblables collections d'écrases patates, immortalisées par Boris Vian. Et personne ne se doutait que ces envahisseurs allaient révolutionner le monde. Dire que nous avons jeté tout ce quotidien à la poubelle et qu'il vaut aujourd'hui une fortune. À la résidence universitaire d'Antony, où la plupart des étudiants parisiens ont défilé durant les années 50, qui est actuellement en train d'être démolie. Il y avait 450 chambres meublées avec ce genre d'armoires faites par Charlotte Perriand, qui ont été rachetées, si vous voulez, maintenant sur le marché de l'art le plus chic et le plus élégant, et qui peuvent se vendre 40 millions de centimes, 40 centimes donc d'anciens francs, qui sont quand même des objets maintenant de très grande valeur, de même que les fauteuils de Jean Prouvé, qui sont des objets qui atteignent couramment 100, 200, 300 000 francs actuels. Les pêcheurs du centre Pompidou ont lancé leur filet bien près du bord. Ils ont attrapé un monde encore tout frais, le nôtre. Voilà, et les années 50, c'était aussi le temps des premiers tiercés. Bien sûr, Pierrette Bresse n'était pas encore née pour pouvoir donner les pronostics. Pierrette, demain, il y a un tiercé, c'est à Évry. Oui, et comme chaque année, eh bien, le mois de juillet est principalement consacré aux courses à Évry, qui nous offre pendant tout ce mois des courses très importantes, comme par exemple le dimanche après-midi, eh bien, il y aura le prix Chloé, un groupe 3 qui réunit 7 pouliches de grande qualité. Non, samedi après-midi, je me trompe là, j'anticipe. Et puis le tiercé qui ne me manquera pas d'intérêt, bien sûr, puisqu'il se court dans le prix d'Amiens, une course handicap qui sera disputée par 14 poulains et pouliches âgés de 3 ans, des très jeunes, qui devront se disputer sur la distance classique de 2400 mètres. C'est très long pour eux, ça demande à la fois beaucoup de tenue et beaucoup de vitesse. Alors ça nous prévoit certainement un match de très très grande qualité, difficile à déchiffrer. Alors pour vous y aider, voici le pronostic que je vous propose, avec en tête Detect, le numéro 2, suivi de Best Dancer, le 6, Osprey, le 4, La Bonnoise, le 11, Brabazon, le 1, Dolly Warden, le 10, Au cœur, le 3, et Kimani, le numéro 4. 2, 6, 4, 11, 1, 10, 3 et 14. Merci Pierrette. Voilà, fin de cette édition du journal. Tout de suite, dans quelques instants, aussitôt après le générique du journal, la météo pluvieuse et fraîche, vous allez le voir, de Sophie Davant. Vers 23h, après Apostrophe, ce sera la dernière édition du journal avec Philippe Lefebvre. Passez une excellente soirée sur Antenne 2.